Monsieur Azarka, donc bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir, ambassadeur d'Israël en France. Après 738 jours, les 20 derniers otages vivants israéliens ont été libérés aujourd'hui après 2 années de captivité à Gaza. Charles Anderlin était avec nous tout à l'heure et il nous disait c'est la première fois qu'on voit les gens sourire dans la rue depuis 2 ans. Quel est votre sentiment à vous ce soir? Un sentiment de bonheur, un sentiment de fin d'une période terrible. Vous savez, cette guerre a été une guerre terrible pour Israël, pour les Palestiniens, pour tous, pour le peuple israélien. C'est nos soldats qui sont tombés, c'est nos otages qui ne sont pas revenus. Et enfin, cette guerre se termine, nos otages reviennent à la maison. Et c'est la fin d'une période terrible. Et maintenant, nous allons commencer à nous guérir, nous allons commencer à reconstruire. Et c'est donc... Donc vous l'affirmez, ce soir, c'est pas juste un cessez-le-feu qui va tenir ou pas, c'est la fin de la guerre. Je le dis, vous savez, je crois que je vous l'ai dit sur votre plateau plus d'une fois, je l'ai dit partout, les otages, le retour de nos otages mènerait à la fin de la guerre. Alors bien sûr, si le Hamas décidait d'ouvrir des hostilités encore une fois contre Israël, parce qu'ils l'ont fait, ce n'est pas la première fois que nous avons un cessez-le-feu avec le Hamas. N'oublions pas, nous étions dans une situation de cessez-le-feu le 6 octobre 2023. Donc ce n'est pas la première fois qu'ils nous attaquent après un cessez-le-feu. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont compris le message, après tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années à Gaza, ils ont compris le message, et surtout que maintenant que nos otages sont chez nous, la guerre serait totalement différente s'ils reprenaient leurs hostilités contre Israël. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ça a pu basculer? Alors, si on suit les choses un peu de loin, on a l'impression qu'il a suffi que Donald Trump décide de s'en mêler pour que soudain tout devienne possible. Il a été d'ailleurs longuement applaudi ce matin à la Knesset. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il a imposé quelque chose à Benjamin Netanyahou? Comment les choses ont... C'était le mélange de la pression militaire, du courage de nos soldats et du plan militaire qui avait été proposé, de la pression militaire et de la pression diplomatique grâce au président Trump. Et du moment où le Hamas a compris qu'il n'avait plus aucun espoir que terminer cette guerre terrible, ils ont accepté la fin de la guerre. Parce que tant qu'ils avaient l'espoir de pouvoir continuer à isoler Israël, continuer à avoir des gains par rapport à ce qu'ils voulaient pendant cette guerre, ils continuaient. Et c'est pour ça qu'on a été très critique de certaines initiatives qui ont eu lieu. Mais dès le moment où ils ont compris d'une façon très claire, et Trump a dit d'une façon très claire, ou bien vous acceptez notre plan, ou bien je donne la permission à Israël de détruire Gaza complètement. Et là, ils l'ont compris. Et donc, c'est seulement ce moment où ils ont compris que vraiment, il n'y avait aucune autre option, qu'ils ont accepté finalement de libérer nos otages et de terminer cette guerre. Est-ce que ce n'est pas surtout la victoire d'une solution négociée contre une solution militaire, puisqu'on a le sentiment que les 2 années de guerre n'ont pas permis de libérer les otages. Ce qui a permis de libérer les otages, c'est au moment où Donald Trump a tordu le bras de Benjamin Netanyahou. C'est ce qu'on entend beaucoup. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on entend beaucoup, parce que beaucoup de vos collègues et beaucoup de médias, même israéliens, préféraient ce scénario. Mais en réalité, ce programme, ce plan qui a été adopté finalement, est un plan qui a été développé par ni d'autre que Ron Dermer, qui est le ministre des Affaires stratégiques israélien, avec M. Witkoff et Kushner, avec messieurs Witkoff et Kushner, les envoyés spéciaux du président américain, et qui ont mis sur pied un accord qui serait acceptable, comme le disait Ron Dermer quand je lui en ai parlé la dernière fois, qu'on pourrait ne pas refuser, suffisamment difficile, mais par contre qu'on ne pourrait ne pas refuser, et que de l'autre côté, le Hamas serait obligé d'accepter. Et donc ils ont mis sur pied ce plan, et c'est un plan qui finalement a été mis en œuvre. Je ne sais pas si vous avez entendu, si vous avez écouté le discours de Trump à la Knesset aujourd'hui, il disait d'une façon très claire, on a travaillé ensemble, on a développé cela ensemble. C'est ensemble qu'on a préparé ce plan et qu'on l'a mis en œuvre. Donc non, ce n'est pas une question de tourner le bras de Netanyahou ou n'importe quoi comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vos collègues qui aimeraient ce scénario. Non, pas forcément. Ce ne sont pas les collègues journalistes qui voudraient à tout prix. Non, ce n'est pas seulement les collègues journalistes, il y a aussi, je dirais, certains dirigeants européens... qu'ils soient en France ou d'autres, qui aimeraient penser, qui préfèrent penser que nous sommes les méchants. Il y a quand même C'est deux choses totalement différentes. D'accord. Ne mélangeons pas les choses. Il n'y a pas eu la nécessité de freiner un petit peu quand même Benjamin Netanyahou et que Donald Trump a réussi à le faire... Freiner où? Freiner où?
Mais quand on parle de Gaza, la guerre à Gaza... Oui. Non, mais... Je ne parlais pas de Gaza. Non, mais Voilà, pour l'instant, il ne faut pas mélanger la Cisjordanie et Gaza, parce que la guerre, si je vous rappelle, était à Gaza. C'est très bien. Et donc, ce n'était pas qu'il fallait freiner Netanyahou, l'empêcher de faire cette guerre à Gaza. J'imagine que vous avez remarqué que ça nous a pris des semaines, la préparation pour envahir Gaza, pour l'invasion de Gaza. Et la raison pour laquelle ça nous a pris tant de semaines n'est pas parce qu'on avait besoin de ces semaines pour nous préparer, parce que l'armée était là. C'était surtout pour créer cette pression dont nous avions besoin pour faire comprendre au Hamas qu'il n'y avait aucune autre alternative et accepter donc l'offre qui leur avait été faite. Alors le Hamas, vous avez sans doute vu les images ce week-end des miliciens du Hamas qui paradaient dans les zones de la bande de Gaza d'où l'armée israélienne s'est retirée. Ça, c'est un échec pour Israël, qui s'était donné comme objectif d'anéantir le Hamas. 2 ans plus tard, le Hamas est toujours là. Il contrôle toujours une partie de la bande de Gaza. Le Hamas n'a plus de capacité de menacer Israël de la façon dont il l'a fait le 7 octobre. Il n'a plus d'armes lourdes. Alors, vous savez, nous savons combien de terroristes du Hamas nous avons tués. Nous avons tué à peu près 27 000 terroristes, entre 25 et 27 000 terroristes du Hamas. Il en reste combien? Alors, il en avait 40 000 le le 7 octobre 2023. D'accord ? 40 000. Si on fait... il y a toujours un ratio entre les blessés et les décédés parmi les combattants, c'est toujours 1 sur 2. Donc, pour chaque décès de terroristes, il y en a 2 qui sont complètement incapacités. D'accord ? Ça veut dire que tous ceux qui sont aujourd'hui, qui font partie des forces armées du Hamas, sont de nouvelles recrues. Et qui ont seulement, et nous le savons, ils ont seulement des armes à poing. Ça, c'est pas un anéantissement. Non, mais vous savez, qu'est-ce que c'est des nouvelles recrues de 20 ans avec des armes à poing? Est-ce qu'ils peuvent vraiment être une menace pour Israël? Pas du tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils sont capables... Ça veut dire que la démilitarisation, pardonnez-moi, ça n'a pas de sens, puisque vous êtes en train de nous... La prochaine étape, c'est quoi avec le Hamas? On voit des images. La prochaine étape, c'est justement... la démilitarisation sera faite quand il y aura cette force qui sera créée, internationale. Et quand on parle de la force internationale qui doit être créée pour démilitariser... J'essaie de répondre. Qui a pour but de démilitariser le Hamas, c'est qu'un plan, encore une fois, qui avait été conçu par Israël, il y a déjà 1 an et demi de cela. Il y a déjà 1 an et demi. Je faisais partie du groupe qui, justement, avait pensé à ce plan. Et donc, c'est encore pas... C'est rien de nouveau. Mais l'idée était de détruire les capacités de menacer qu'avait le Hamas, et ensuite faire rentrer une force palestinienne et internationale qui s'occuperait justement de la police, c'est-à-dire de la sécurité. Sous l'égide de qui? Des Nations Unies? Sous l'égide des Nations Unies? Ça, c'est à décider. Non, vous ne voulez pas des Nations Unies. On n'a aucune confiance aux Nations Unies. Nous pensons que les Nations Unies comme telles, c'est une organisation obsolète. Vous avez confiance en qui, alors, pour mener cette démilitarisation? Certains pays dans la communauté internationale, de moins en moins, il faut dire. Vous voulez pas les citer? Il y a bien sûr les États-Unis, il y en a d'autres à qui nous pouvons faire confiance, mais ça dépend de qui. Et la France n'en fait pas partie? Nous devons... Vous savez, cette initiative qu'a pris le président a fait du mal à la confiance qu'il y avait entre les 2 pays. La reconnaissance La reconnaissance de l'État palestinien d'une façon unilatérale qui n'était pas du tout coordonnée avec nous, qui allait à l'encontre complet de nos intérêts sécuritaires. Et donc, pour que nous puissions travailler encore une fois avec la France dans la question régionale, il faut reconstruire cette confiance. C'est un travail à faire. C'est un travail que j'espère pouvoir faire dans les semaines et les mois à venir, mais c'est un travail à faire encore. Vous avez entendu votre lointain prédécesseur Daniel Sheikh ce matin sur RTL, donc ancien ambassadeur d'Israël en France, qui lui a salué le rôle d'Emmanuel Macron et qui s'est même dit convaincu que en fait, l'initiative du président Macron avec l'Arabie Saoudite avait avait été un déclencheur du plan Trump. Vous savez, c'est un ancien collègue, donc je donne un certain respect, mais franchement, il dit n'importe quoi. Il dit n'importe quoi. Ça transpire, il dit n'importe quoi. Non, parce que vous savez, il le sait. Il n'est pas le seul à le dire. Non, mais je sais, mais la grande différence entre lui et moi, c'est que je vois les renseignements, je vois les informations qu'il ne voit pas. Et donc, mais Elie Barnavi a dit des choses aussi. Elie Barnavi a dit, ne parlons pas pour l'instant d'Elie Barnavi, parce que lui, c'est autre chose. Mais quand il dit que la France a déclenché, quand d'autres, pas seulement lui, disent que la France a déclenché ce processus qui a mené à l'accord d'Abraham, à l'accord de Trump, simplement, c'est un, je ne sais pas comment on dit en français, wishful thinking. C'est un espoir, enfin, une pensée magique. Une pensée magique qui se base sur rien. Nous avons vu les réactions du Hamas
que nous avons eu les réactions publiques du Hamas et nous avons eu les réactions non publiques du Hamas le jour où cette initiative est sortie. Le Hamas avait soudain un espoir qu'ils avaient gagné encore plus de temps grâce justement à l'initiative soi-disant franco-saoudienne qui n'avait servi à rien, qu'à repousser simplement, malheureusement, le délai pour l'accord, pour faire comprendre au Hamas qu'il n'avait aucune autre option que accepter la fin de cette guerre. Pour revenir sur la question de la démilitarisation du Hamas, donc vous nous dites une force internationale avec les États-Unis, peut-être des pays arabes, c'est possible. Vous ne les citez pas tous. C'est possible, c'est à négocier. Qui procéderait à cette démilitarisation. Amnistie pour les combattants du Hamas qui acceptent de déposer les armes. Ce n'est pas à moi de négocier. Israël pourrait accepter ça? Ce n'est pas à moi, mais c'est quelque chose qui avait été discuté auparavant. Une amnistie pour ceux qui déposeraient les armes. Et on leur permet de quitter Gaza tranquillement? La possibilité des dirigeants du Hamas ou bien de ceux qui veulent quitter, d'aller dans un autre pays, que ce soit en Iran, que ce soit au Qatar, ou que ce soit dans tous ces pays qui les aiment tellement. Ça, Israël peut l'accepter? Ça a été discuté dans le passé. À quel moment on pourra dire que c'est bien enclenché? C'est-à-dire là, aujourd'hui, on est dans la joie des otages. Non, c'est bien enclenché. Vous avez entendu, j'imagine que vous avez entendu le Premier ministre dire de façon très claire. Oui. Aujourd'hui, à la Knesset, la guerre est finie. D'accord, mais je vous demande à quoi on aura cette preuve, à quoi on verra que les choses se passent correctement et que ce mouvement qu'on connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en bonne voie. En clair, est-ce que c'est le fait où la paix vraiment est bien partie? Quand on voit que le Hamas a des réticences, l'autorité palestinienne, on ne sait pas dans quel état elle est, les élections, on ne sait pas comment ça peut être, et beaucoup de gens disent que c'est le retour du protectorat. Je vois ce que vous voulez dire. Vous savez, nous rentrons dans un processus qui sera long et très difficile. Le Hamas est quand même une organisation terroriste inhumaine qui est en train de tuer sa propre population maintenant parce que tous ceux qui étaient contre eux, qui se sont relevés, ils sont en train de s'entretuer et le Hamas est en train d'essayer de liquider tous ceux qu'ils peuvent. Ils vont encore une fois jeter des gens de ce qui reste de bâtiments. Ils vont continuer à tirer dans les genoux de ceux qui s'opposent à eux et tuer les autres. C'est clair, c'est une organisation inhumaine, une organisation terroriste inhumaine qui va continuer à essayer de faire ce jeu terrible qu'ils ont fait jusqu'à présent. Donc ça va prendre un temps assez long. Et justement, si la communauté internationale veut vraiment aider les Palestiniens, tout doit être mis en marche pour que le Hamas ne puisse plus essayer de gérer la bande de Gaza. Si le Hamas se renforce d'une façon qui pourrait menacer Israël, il serait possible que ce soit à nous de décider de prendre acte. Mais je ne vois pas cela se passer dans les années à venir. Est-ce qu'Israël doit, contrairement à ce qu'elle a fait ces dernières années, contribuer à favoriser une autorité palestinienne, en clair, quelqu'un avec qui négocier, quelqu'un avec qui discuter en face? C'est une si belle... théorie, mais malheureusement, l'autorité palestinienne a été créée en 1993. Il y a 32 ans de cela. Jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à créer un minimum d'atmosphère de paix entre nous et les Palestiniens. Si vous demandez à 80% aux Palestiniens aujourd'hui de la Cisjordanie et de Gaza, et si vous leur demandiez cela il y a quelques années, si vous êtes prêts à vivre en paix à côté d'Israël, la grande majorité, mais la vraiment grande majorité, disent non. Nous ne sommes pas prêts à vivre en paix. Israël doit disparaître. Et ça, c'est une atmosphère de paix qui doit être créée, qui aurait dû être créée par justement l'éducation, le système éducatif palestinien, les valeurs que le président, soi-disant, qui a été élu la dernière fois en 2006, qui depuis n'a pas été élu et qui a seulement 15% de soutien à sa population, donc qui ne représente absolument rien. Et ce n'est pas le résultat d'une quelconque manière de l'occupation israélienne? Non, ce n'est pas le résultat. Ni d'un soutien qui n'a pas été, ni d'une guerre contre le Hamas qui n'a pas été entreprise suffisamment tôt. C'est-à-dire que le Hamas, c'est quand même pendant la première guerre du Golfe... D'un côté, vous voyez, c'est super là. D'un côté, Israël a fait trop pression. De l'autre côté, Israël n'a pas acté suffisamment rapidement. Non, mais si c'est vraiment non. C'est pas hostile, c'est pas un tir croisé. Non, c'est pas une question d'hostilité. Le Hamas, on ne savait pas ce que c'était il y a 30 ans le Hamas ou il y a 40 ans. Moi, quand j'étais là-bas et que je disais il y a le Hamas, on me disait le à quoi? Et que c'est un mouvement qu'on a laissé et que les Israéliens ont laissé croître pour déstabiliser. Il y a toujours l'autorité palestinienne, c'est juste. Non, mais je comprends ce que vous dites. Il y a toujours cette question. Avons-nous trop fait? N'avons-nous pas suffisamment fait? C'est pas pour vous mettre en cause. Non, mais je comprends. Se poser des questions. Non, mais nous nous mettons en cause. D'ailleurs, en Israël, on met tout le monde en cause. Donc nous nous mettons en cause. La question... Mais c'est une question qui est
il n'y a pas vraiment de réponse à la ça. question, et même c'est la réponse n'est pas vraiment pertinente. Comment Israël peut contribuer à donner un espoir à la population palestinienne, justement pour lui couper l'envie de soutenir le Hamas? D'abord, c'est à la population palestinienne d'adopter ses propres valeurs, hein, franchement. Ce n'est pas à nous de leur inculquer leurs valeurs. C'est à eux de le faire. Et ensuite, nous ferons en sorte qu'ils puissent vivre avec un respect, avec auquel ils ont droit. Disons, qu'ils puissent se vivre à la tête haute et content. Mais seulement, le problème, c'est que... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, vous le reconnaissez? Bien sûr, le Hamas ne leur permet pas. Le Hamas ne leur permet pas. Vous savez, le Hamas a tué une grande partie de la population. Aujourd'hui, le Hamas ne contrôle pas la Cisjordanie, c'est l'autorité palestinienne et l'armée israélienne. Essaye de contrôler la Cisjordanie et combat l'autorité palestinienne, et combat aussi les Israéliens. Concrètement, la politique en Israël, ça va évoluer comment maintenant? Puisqu'on est rentré la politique en Israël? En Israël, oui. C'est-à-dire le gouvernement... La politique interne, vous voulez dire? Oui, mais la politique interne en Israël, ça détermine pas mal de choses du point de vue international. Comment vous voyez comment les choses vont-elles se passer? Parce qu'il y a quand même une majorité de gens qui ont l'air de considérer que M. Netanyahou n'a pas fait les choix qu'il devait faire. Si on a demandé une amnistie ce matin, enfin si Donald Trump a demandé au président Herzog éventuellement une amnistie, c'est bien parce qu'il y a quelque chose à amnistier. Quel est le plus probable? Quel est le calendrier le plus probable? Le calendrier... Et avec qui Netanyahou va-t-il gouverner? Le calendrier que nous connaissons aujourd'hui, c'est des élections en novembre. D'accord, en novembre l'année prochaine, et donc il y a une préparation... Novembre 2026. 26, c'est voilà, ça. Ouais. Et donc, il y a une préparation à cela quelques mois auparavant. Donc, on rentrera au plus tard dans une période d'élection à peu près au plus tard en juin 2026, donc dans quelques mois. Il y a des rumeurs au sujet de possibles élections anticipées, etc. Mais franchement, c'est des rumeurs qui existent depuis plus ou moins octobre 2023, même avant. Et les religieux, quel rôle? La question que vous posez, c'est est-ce que le gouvernement va réussir à faire passer une loi qui oblige les religieux à faire l'armée ou pas? Il n'y a pas que ça. Oui, mais c'est ça surtout. Oui, c'est ça surtout. C'est ça qui... Et donc, c'est vraiment, je ne pense pas que nos téléspectateurs... Non, mais le fait de gouverner avec, de caresser les religieux implique quand même pas mal de choses sur la politique intérieure d'Israël. Si vous parlez des religieux orthodoxes, c'est des partis qui sont favorables à un processus général, qui ont été jusqu'à présent très favorables à un processus de paix. Je pense que vous parlez des partis religieux qui ne sont pas des partis orthodoxes. Alors, encore une fois, c'est très détaillé, je ne sais pas si... Alors, je parle de M. Smotrich, par exemple, et des personnes Ce n'est pas des partis religieux, ça. D'accord. Ce n'est pas des partis religieux? Oui, non. Quand on parle en Israël de partis religieux, c'est des partis religieux orthodoxes. C'est deux choses différentes. D'accord. Alors, quelle est votre question? Ma question est avec qui le gouvernement Netanyahou peut-il cantonner pour développer le processus de paix et non pas les représentants des partis qui sont le plus hostiles à ce processus de paix? Je vois. Voilà. Alors, vous avez entendu aujourd'hui M. Lapid parler, qui a donné son discours à la Knesset. Lapid a dit de façon très claire auparavant qu'il donnait son soutien au gouvernement israélien pour justement pour la mise en œuvre d'un processus de paix un processus de paix, c'est un grand mot, mais d'un processus de stabilisation qui pourrait mener à une discussion, à un processus diplomatique avec les Palestiniens, et donc même s'il était en dehors de ce gouvernement. Pour l'instant, le gouvernement de Netanyahou est stable. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que la société israélienne va devoir maintenant procéder à un examen de conscience à la fois sur ce qui a permis que ce drame absolu du 7 octobre se produise et sur la guerre, 2 années de guerre, près de 70 000 morts côté palestinien, des accusations de crimes de guerre qui sont... Alors rentrons d'abord dans ces accusations de crimes de guerre. Hein. On nous accusait d'une famine inhumaine, il va y avoir un examen de conscience. Et le lendemain de la signature de l'accord, UNRWA d'un seul coup dit « Ah oui, nous avons suffisamment de nourriture pour 3 mois ». Alors franchement, ça prouve d'une façon très claire que ces accusations de famine étaient inventées carrément. Vous dites ce soir ici que les Gazaouis n'ont pas souffert de la faim ces derniers mois? Non, je dis qu'il y avait suffisamment de nourriture à Gaza. Simplement, elle n'était pas distribuée. Et la décision de ne pas distribuer cette nourriture était une décision qui était prise par Hamas et par l'ONU, par UNRWA. Puisque l'UNRWA, le lendemain de la signature... Vous dites que vous n'êtes pas responsable de la famine. Non. Alors, il est où l'examen de conscience que vous êtes prêt à faire? Nous le faisons toujours. Nous le faisons tout le temps. Sur quoi? Surtout. Mais indépendamment des examens surtout de conscience sur la guerre, pourquoi elle a commencé, pourquoi elle s'est passée comme elle s'est passée. Que s'est-il passé exactement?
la population israélienne fait justement cette prise de conscience. La population le fait, mais est-ce que les politiques israéliens le font? Est-ce que le gouvernement va donner son accord à une commission d'enquête d'État? Il semble d'État. Alors, il y a une grande... Vous savez, encore une fois, vous rentrez dans les détails de la politique israélienne. D'État, c'est déjà décidé. La question, est-ce que ce sera une commission d'enquête qui est au-dessus de la commission d'enquête d'État? C'est quelque chose de plus, de plus robuste. C'est encore à être décidé. Mais une commission d'enquête d'État, oui, c'est clair. C'est quelque chose qui, si je ne me trompe, a déjà été décidé ou va être décidé dans les jours à venir. Mais je pense que ce n'est pas vraiment votre question. Parce qu'il y a un autre niveau de commission d'enquête qui n'est pas d'État, qui est ce qu'on appelle national. Comme il y avait eu au moment de la guerre des 6 jours, non? Il y a une commission d'enquête à la fin. Encore une fois, ce n'est pas la guerre des 6 jours, c'était la guerre de Kippour. C'est sûr qu'il est d'accord. Mais il va y avoir, quand on dit par exemple qu'au moment... Et après la guerre du Liban aussi. Oui, alors, très bien. Donc là, il va y avoir aussi... C'est très possible. C'est à la Knesset de décider. Avec l'accord du gouvernement israélien ou la Knesset seule peut le décider? La Knesset doit décider. Okay. Eh bien, on suivra ça, évidemment, avec beaucoup d'intérêt. Merci encore, merci beaucoup. Merci à vous. Zarka d'avoir été notre invité ce soir, ambassadeur d'Israël en France. Merci Nathalie, à demain.